qui, sous cette présidence, a eu un visage, le visage de la guerre, le jour le plus grand ou le plus heureux de ma vie politique, disait François Hollande pendant début de sa guerre au Mali, et avec François Bonnet, le directeur éditorial, qui va nous rejoindre. Mais d'ici là, une petite séquence pour vous interpeller. François Hollande, on l'a entendu dans les journaux ce matin, vient d'arriver en Irak auprès des forces françaises engagées sur place dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous auriez fait pareil à sa place? Est-ce que vous, président, ce matin, vous seriez en Irak? Écoutez, je pense que c'est une bonne décision d'y être. Je pense que c'est une bonne décision d'être auprès des hommes et des femmes qui aujourd'hui interviennent, risquent leur vie et le font au nom de la nation et des choix du président de la République, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme, là où il prépare ses attentats contre la France. On a maintenant des objectifs encore éminents, et des objectifs éminents en Syrie notamment, pas qu'en Irak, et notamment dans le fait de libérer un jour Raqqa. Il y a l'objectif de Mossoul en Irak, mais l'objectif de Raqqa aussi en Syrie. Tous ces objectifs sont des objectifs extrêmement importants qui justifient que le président de la République soit aux côtés de nos soldats. François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, face à vous pendant un quart d'heure. Oui, bonsoir. Alors, j'ai cherché dans vos déclarations, dans votre programme, ce qui pouvait vous distinguer de François Hollande. Et en fait, je n'ai rien trouvé en matière de politique européenne et de politique étrangère. Alors peut-être, j'imagine que cette conversation me démentira. Vous avez approuvé toutes les guerres et les interventions militaires françaises depuis 2011. La Libye, le Mali, la Centrafrique, l'Irak, la Syrie. Et dans ces pays, force est de constater que depuis 5 ans, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais dans plusieurs de ces pays, elle a très largement empiré. Pourquoi pensez-vous que la guerre peut être encore aujourd'hui la suite de la politique et de la diplomatie? Et pourquoi une telle vision? Et pourquoi ne vous êtes-vous jamais distingué de François Hollande sur ces opérations militaires où plusieurs d'entre elles ont été très fortement critiquées? D'abord, je pense que la politique est la suite logique parfois de la guerre et de la nécessité de faire la guerre. Et le bon exemple de cela, même s'il n'est pas un exemple encore achevé, c'est le Mali. Fallait-il laisser ou pas, parce que la question se pose aussi en sens inverse, des colonnes d'islamistes radicaux appartenant à des mouvements plutôt proches à l'époque d'Al-Qaïda. Vous croyez à cette thèse? Oui, je crois à cette thèse. Scénario. Oui, je crois au scénario selon lequel... Vous ne prenez pas en compte le scénario d'une armée française qui, depuis des mois, avait décidé d'intervenir au Mali? Mais vous pouvez avoir ce point de vue-là. Moi, je ne l'ai pas. Et je pense que cette hypothèse était une hypothèse sérieuse et qu'il était très sérieusement envisageable que se constitue un sanctuaire, qui était un sanctuaire qui, d'ailleurs, a encore aujourd'hui un certain nombre d'émetteurs actifs, un sanctuaire terroriste, dangereux, au sens où il aurait constitué une menace encore plus forte sur notre sécurité et celle de nos compatriotes. Sanctuaire produit par la précédente guerre, la libyenne que vous aviez approuvée aussi, l'arsenal de Kadhafi. Mais en l'occurrence, je n'étais pas député à l'époque, parce que on est jugé sur les votes, sur les décisions qu'on prend. Porte-parole du PS, et comme le PS soutenait l'intervention non, mais ce que je veux simplement dire, c'est que fait des interventions. Moi, j'accepte de dire qu'il y a un enchaînement de causes et d'effets dans lesquels nous avons une responsabilité qui m'a amené à dire autre chose. C'est que je suis un de ceux qui a dit qu'à raison de cette responsabilité-là, il me semblait que sur la question de l'asile, des migrants, il fallait que nous prenions nos responsabilités à raison du fait que ceux qui fuyaient les persécutions, les violences et l'horreur, y venaient parce que nous avions des responsabilités. Première chose, je ne suis pas ceux qui disent nous n'avons pas de responsabilité, et en plus qu'il faudrait fermer les frontières, parce que dans ce domaine-là, ce serait très compliqué d'accueillir et ceux qui fuient les violences et ceux qui viennent chez nous pour des raisons ou climatiques ou économiques. Donc oui, je pense qu'au Mali, nous avons eu raison de le faire, qu'il eût été extrêmement dangereux et très risqué de ne pas le faire, et que derrière ce qui se passe, ou ce qui doit se passer, c'est non seulement de trouver la solution politique qui permet de la stabilisation d'un pays, mais, je vais plus loin, c'est aujourd'hui de savoir comment, au Sahel, nous mettons en œuvre des politiques qui, en termes d'infrastructure, de coopération, d'irrigation de terres qui, à ma connaissance, 20% des terres irrigables au Sahel sont irriguées quand 100% des terres irrigables au Maghreb le sont, comment, avec les sociétés de ces pays, les États, quand ils existent,
nous construisons des solutions Oui, politiques. enfin, vous voyez bien que 3 ans plus tard, au Mali, on est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'armée française se retire, vous êtes également à la merci de colonnes djihadistes qui foncent Donc, sur c'est assez Bamako. intéressant, votre raisonnement. Donc là, C'est-à-dire la politique n'a pas suivi la guerre. Non, mais En tous les cas, la guerre a empêché la politique. La politique a cherché à trouver une solution au normalisme. Non, mais il n'y a pas de but de guerre, sinon de rétablir la paix et de faire en sorte qu'en l'occurrence, là où il y avait des conflits qui étaient des conflits territoriaux liés aux revendications des Touaregs, d'un certain nombre de mouvements qui aspiraient à faire au Nord Mali une zone à partir desquelles construire leur influence au point d'imaginer demain qu'ils puissent être à Bamako. Moi, je ne dis pas, écoutez, je ne pense pas que cette utilisation de la force, qui ne peut être qu'une utilisation en dernier recours, là où il apparaît où nos intérêts supérieurs sont en danger, où pour le coup en Centrafrique des risques existent de drames qui sont des drames qui peuvent amener des populations à se retourner les unes contre les autres et à se massacrer au nom de la religion qui est la leur, et que j'entends ces arguments-là, surtout quand les demandes sont formulées par des États souverains, dont il ne nous appartient quand même pas, nous, de dire si quand ils ont été élus par la démocratie... Oui, enfin, on pourrait reprendre en détail comment ont été formulées ces demandes. D'accord, bref. Mais sauf que vous reconnaissez que le Mali reste une démocratie imparfaite, comme la nôtre, et que la lettre de demande d'intervention était rédigée à l'Élysée. D'accord, mais oui ou non procédait-elle d'un pouvoir qui était un pouvoir légitime et souverain? Non, mais absolument. Donc oui, mais ça compte. Ce qui compte au-delà de ça, c'est la légalité internationale de nos interventions. Et pour ce qui me concerne, si je suis président de la République, quelles seront les règles que je fixerai? Et prenons l'exemple de ce qui se passe en Syrie. C'est d'abord de toujours nous situer du côté de la légalité internationale, première chose. Deuxièmement, si je dois nous donner un rôle désormais, notamment dans la solution politique, ce qui me frappe, c'est, par exemple en Syrie, aujourd'hui, dans ce qui se fomente ou se dessine autour des négociations d'Astana. C'est non seulement qu'on n'y est pas, nous, dans la discussion, que les Nations Unies n'y sont pas, que l'Union européenne n'y est pas, mais là, c'est, on va dire, assez classique, mais que les sociétés arabes n'y sont pas. Ce qui est frappant dans ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur la Syrie, c'est que d'abord, ce qui montre l'idée que se fait Vladimir Poutine de Bachar el-Assad, c'est qu'il ne les a même pas invités. Mais est-ce que la France n'est pas à Astana, justement, parce que depuis 2013, elle s'est bloquée dans une position qui lui interdit de revenir dans le champ politique. Mais vous avez en partie raison, peut-être même grandement raison, sur le fait que, et c'est moi en tout cas une des leçons que je tire de cette séquence, le rôle de la France n'est plus, notamment dans cette partie du monde, où là aussi, c'était pas non plus toujours parfait, mais où nous étions capables de jouer ou les passerelles entre les uns et les autres, de parler à tout le monde. Le fait est qu'à raison du moment français qui caractérise la diplomatie saoudienne, j'ai souvent entendu parler du moment saoudien de la France, je pense que c'est plutôt un moment français de la diplomatie saoudienne, nous sommes devenus un partenaire qui sert finalement de béquille face à ce qui est apparu aux yeux des Saoudiens comme un changement de stratégie de l'administration américaine. Mais du coup, profitant de cette éclaircie et des contrats qu'on pouvait attendre à la clé, et notamment contrats en matière d'industrie d'armement, nous nous sommes trouvés dans la situation d'être très proches des monarchies sunnites du Golfe. Vous voulez, je vous citais l'exemple de ces 5 guerres en 5 ans, parce que j'aurais pu vous dire ce que je veux faire. On va y revenir. Ce que je veux faire. On va y revenir, parce que en fait, la question importante, me semble-t-il, et vous concernant sur vos positions en matière de politique étrangère, vous n'êtes pas sans ignorer le débat assez vif qui agite le Quai d'Orsay, où on considère qu'au Quai d'Orsay, il y a un groupe de diplomates très influents, parce qu'ils ont des relais politiques très importants, à l'Élysée, auprès du ministre, etc., qu'on appelle les néoconservateurs. 5 guerres en 5 ans, et surtout une vision de la projection de l'Occident dans des conflits autres, en Afrique, au Moyen-Orient. Et finalement, on a entendu des députés socialistes, je pense par exemple à Pouria Amirchahi, qui par exemple sur le Mali, était extrêmement précautionneux, voire critique. Est-ce que vous n'êtes pas un des néoconservateurs du Parti socialiste ? Je vous pose la question. Je le précise, du coup, on a tiré les conséquences et a quitté le Parti socialiste, notamment sur ces questions. Il était député. Il est encore député des Français de l'étranger. Et que je connais aussi très bien, parce que c'est un ami personnel. Je sais ce qu'il a dit, je sais les choix qu'il a faits, j'en partage certains, d'autres pas. Sur le Mali,
il a toujours eu un point de vue qui était un point de vue critique, sans remettre en cause, à ma connaissance, l'intervention qui était celle de la France au moment d'empêcher les colonnes. C'était l'absence d'objectif politique. Non, oui, mais derrière, on peut. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'avant de faire sa dernière tribune, le chef d'état-major des armées, M. De Villiers, le général De Villiers, avait parlé de la nécessité, après l'opération française au Mali, de mettre en œuvre des politiques qui assurent l'accès aux services publics les plus élémentaires. Donc que la solution politique, elle ne peut pas se construire sans politique de coopération forte. Mais je veux quand même dire une chose sur ce qui, à mes yeux, doit être le rôle de la France maintenant en Syrie. Oui. En Syrie, je vois bien ce qui se passe notamment à la Commission européenne, dans l'Union européenne, où il faudrait que maintenant l'Union européenne se charge d'aller financer la reconstruction d'Alep au prix et aux conditions des Russes et de Bachar el-Assad. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, une des priorités qui doit être la nôtre, outre le fait d'honorer des contributions au programme alimentaire mondial et au HCR supérieures à ce que nous faisons, parce que pour avoir fait un rapport sur la situation au Liban, c'est vraiment pas bien, mais c'est que nous devons travailler à ce que dans l'autre Syrie, ce qui n'est pas ce qu'on appelle la Syrie dite utile, celle dans laquelle il y a de la richesse, et où il existe aujourd'hui des villes qui sont gérées de manière quasi autonome, des hommes et des femmes qui représentent des intérêts politiques, que nous nous intéressions à cette autre Syrie, et avec laquelle nous devons travailler, pour ne pas nous retrouver dans la situation être exclus d'une solution politique, et finalement financer quoi? La restauration du régime. Peut-être pas de Bachar el-Assad, parce que je pense que Vladimir Poutine se moque comme d'une guigne de savoir qui sera à la tête de la Syrie, mais d'installer quelqu'un qui assurera la défense des intérêts russes, de la sphère d'influence russe, de la sécurité au sens où la Russie le conçoit, et de la stature de M. Poutine, alors, exactement ce que faisait M. Vous remettez la France à la table des négociations à laquelle vous n'êtes pas convoqué, en ce moment, c'est Turquie, Iran et Russie, qui n'invitent pas l'Europe, qui n'invitent pas les États-Unis, la France n'en parle pas. Mais je reconnais que ça n'est pas simple. Et vous dire que j'ai là la carte magique que je sortirais de ma poche pour nous remettre dans le jeu, à l'évidence, non. Cependant, une chose est certaine, nous ne pourrons pas retrouver de crédibilité si nous n'intégrons pas que demain, la question de l'avenir de l'Europe passe par la question de sa défense et de sa sécurité, à un moment où les Américains vont probablement, c'est mon estimation, demander aux Européens de renforcer leurs propres efforts budgétaires pour se défendre, parce qu'ils regardent de plus en plus vers l'Asie, au moment où les prétentions des Russes grandissent, et il faudra là se poser la question de savoir comment l'Europe se défend et comment elle parle de manière un tout petit peu plus homogène qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. Première chose que je voudrais dire. Faire depuis 20 ans. Mais oui, mais bon, comme la défense européenne, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que les Allemands ne veulent pas entendre parler de défense continentale, mais s'intéressent quand même de plus en plus à la façon dont l'Europe défend ses intérêts contre des menaces extérieures. Sur l'Europe, ça veut dire que les choses changent aussi et qu'il n'est pas interdit que... Alors, une question précise. Est-ce que vous êtes pour sortir du commandement intégré de l'OTAN que la France a réintégré en 2009 Je pense qu'aujourd'hui, c'est neutre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus être l'OTAN qui fait la politique étrangère de l'Union européenne. C'est-à-dire de rester, d'y être ou de ne pas y être. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parfaitement neutre d'être dans le commandement militaire intégré de l'OTAN ou pas. Donc ça ne sert à rien. La France n'en a tiré aucun bénéfice. C'est neutre. Alors qu'on nous expliquait en 2009... ça, je suis convaincu que nous n'avons tiré aucun bénéfice et que le fait de s'en retirer ne changerait absolument rien dans les obligations qui sont celles de la France vis-à-vis de la défense du continent européen. Je rappelle que, d'un mot, souvenons-nous, dans le livre blanc, la France, pour ce qui relève même de sa dissuasion et de sa politique de défense, considère qu'il nous revient de parler de la défense du continent européen. Donc on a aujourd'hui des obligations, on s'est inscrit dans une stratégie qui, de toute façon, rendrait neutre le fait d'y être ou de ne pas y être. Donc à la fois, vous demandez une défense européenne et en même temps, vous restez dans le commandement intégré de l'OTAN. Non, mais je vais dire très clairement, c'est une décision sur laquelle je pense qu'il faut faire des choix, qui sont des choix à apprécier. Et à cette étape de ma campagne électorale et de ma campagne présidentielle, je ne les ferai pas parce que je ne dispose pas aujourd'hui de l'information suffisante, mais qu'il faut faire en lien avec des choix diplomatiques que nous ferons, avec une stratégie sur la frontière orientale de l'Europe qui me paraît importante, sur notamment la politique de voisinage. Il m'a semblé irresponsable, pour ne rien vous cacher,
que dès lors que les intérêts de l'Union européenne paraissaient se confondre avec ceux de l'OTAN, nous ayons vis-à-vis, on va dire, des pays qui font tampon avec la Russie, une forme de politique un peu impérialiste, je ne sais pas tellement, mais en tout cas un peu offensive. Je pense que c'était, on pouvait très bien travailler avec l'Ukraine sans lui proposer d'adhérer à l'Union européenne. Dernière question, la France vend par milliards des armes à l'Arabie Saoudite qui commet des crimes de guerre, probablement avec des armes françaises au Yémen, et vend par centaines de millions des armes à l'Égypte, qui est aujourd'hui devenue une des pires dictatures de la région. Est-ce qu'il faut interrompre ces contrats ou les poursuivre ? Ceux qui peuvent être, il faut regarder si juridiquement ils peuvent l'être déjà. Non mais je vous le dis, mais oui, mais vous me posez des questions sur des questions qui sont des questions qui sont politiques et juridiques. Alors je vais vous faire une réponse. Qui ne peuvent pas être pour ce qui concerne la diplomatie française, si je suis président de la République, elle ne sera pas dictée par la nécessité, ou en tout cas les exigences qui sont celles des industriels de l'armement. Je considère que nous avons aujourd'hui une politique diplomatique dont on peut penser parfois qu'elle se confond avec ce que pouvaient être les marchés attendus par notre aéronautique ou un certain nombre de grandes entreprises de l'armement. Voilà ma réponse, c'est que ce lien-là, qui est un lien que je peux comprendre, qui emporte des conséquences en termes d'emploi chez nous, aujourd'hui, ce lien-là m'est apparu si fort qu'il a pu donner l'impression, à juste titre ou pas, je lis des livres comme vous, je lis vos articles aussi, que notre diplomatie est une diplomatie très largement inspirée par ce que pouvaient être nos intérêts. Et que des grandes ONG disent que la France viole aujourd'hui le traité international sur le commerce des armes en continuant à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, qui est engagée dans le conflit au Yémen. Qui est un conflit sur lequel, qui ne m'a pas échappé, est un conflit plutôt sale, mais je ne sais pas s'il y a des conflits propres non plus. Merci François. Nous allons pour